Je m'appelle Justin Ruboneka-Chikuru, je suis psychologue clinicien à la Fondation Ponzi, attaché au programme de musicothérapie. Dans notre travail, comme psychologue d'abord, nous avons comme objectif d'accompagner nos bénéficiaires vers le bien-être, en appliquant les techniques psychologiques, en les amenant à comprendre leurs problèmes au quotidien, à en prendre conscience et à prendre des résolutions personnelles pour changer de vie, changer de comportement, afin que ça ait un impact positif pour eux-mêmes, leur famille et la communauté en général. Nous avons différentes vulnérabilités. D'abord, il y a des catégories de femmes qui sont victimes de violences sexuelles et violences liées au genre ou basées sur le genre. Nous avons la catégorie des femmes vulnérables au point de vue économique ou financier. Cette vulnérabilité dépend évidemment de différentes situations. Et toutes ces situations ont des effets psychologiques sur la personne. Commençons par les victimes de violences sexuelles. Lorsqu'on est victime de violences sexuelles, il y a deux aspects. D'abord, il y a l'aspect santé physiologique. Et avec la santé physiologique, c'est le pilier psychomédical qui se charge de ça pour faire les évaluations physiologiques. Au point de vue psychologique, nous essayons un peu de voir la perception que la femme a eue de l'événement vécu. Comment est-ce que cette perception affecte sa vie actuelle, ses activités, sa relation d'intimité et ses relations familiales, mais aussi la relation en termes communautaires. En termes des relations d'abord d'intimité, les victimes de violences sexuelles, souvent, compte tenu de l'aspect culturel, ne parviennent pas vraiment à comprendre que la violence sexuelle, c'est un accident. Et parce qu'elles ne comprennent pas que c'est un accident, deux fois, elles gardent ça comme secret. Et lorsqu'elles gardent ça comme secret, ça reste un nœud. Et le corps, lui, ne garde pas de secret quand c'est douloureux. Et avec ça, ça crée ce que nous appelons des réviviscences, ce qui les ramène à développer des mécanismes de désactivation neurovégétative, qui feront en ce qu'ils vont développer des systèmes, des symptômes physiologiques comme le mal de tête, comme la douleur de mal de ventre, la douleur somatique, et tout ça, ça affecte son humeur. Et là, il va avoir une humeur triste, il va être dans une situation de désespoir, même des questions d'estime de soi va diminuer parce qu'elle va se voir qu'elle n'est plus une femme digne. Tant plus qu'il y a un autre homme qui est entré dans sa vie par force et qui a bouleversé la suite de son intimité. Et là, ça va affecter sa relation intime avec son mari et même avec ses enfants. Et nous, en tant que psychologues, nous devons noter cet élément capital pour son existence. À part ça, par le fait qu'il soit violé, il se trouve stigmatisé. Il pense que par rapport aux autres membres de la communauté, elle n'est plus une femme digne. Et qu'avec cette stigmatisation, fait ce que son estime de soi va diminuer. Et avec une estime de soi diminuée, elle aura même du mal à s'ingérer dans ses activités au quotidien. Et avec cet état, on se rend compte que cette personne va souffrir de ce que nous appelons un stress post-traumatique. Et ce stress post-traumatique a des effets d'abord, comme je l'ai dit, physiologiques. En plus, maintenant la personne, compte tenu de cette estime de soi qui a été affectée, la personne va se trouver dans une situation où même les activités au quotidien, elle ne les fait plus. Et là, ça affecte son aspect économique et son aspect professionnel. Et là, nous sommes obligés de ramener la personne à comprendre qu'elle a vécu un accident, parce que le viol et la violence, c'est un accident. Il est bloqué dans le passé. Son présent n'a plus de sens parce que le passé a déjà détruit ça. Son avenir devient bouché. Et notre rôle, c'est de l'aider à débloquer cet avenir qui devient bouché, qui est déjà bouché, pour qu'enfin, elle prenne conscience et qu'elle avance. Et à cela s'associent d'autres pathologies, notamment la dépression. Et cette dépression est toujours accompagnée par une forte tristesse qui pourra se manifester pendant des semaines où la personne est vraiment triste, pleure, et désespérée, fatiguée, elle ne dort pas et du coup elle a perdu goût à tout, plus besoin de sexe, plus besoin de sortir avec les amis, alors directement il devient aussi comme une personne qui n'a plus envie de faire quoi que ce soit et la souffrance je le vois comme si c'était quelque chose d'habitude, comme si c'était quelque chose qui lui appartenait et pourtant c'est une souffrance qui nécessite d'être suivie. À part cette dépression qui vient de cette situation, il va y avoir une anxiété, ce que nous appelons une peur excessive. Et la peur, là même, des choses qui seraient logiques, les choses qui ne feront pas peur, pour elle, ça deviendra des éléments qui nécessitera beaucoup de peur, afin qu'elle soit un peu à mesure de se mettre dans ces situations de communautaire. Et là, elle est bloquée. Et quand elle est bloquée comme ça, et du coup, on voit donc la santé impactée, la psychologie impactée, et socio-économiquement, elle est aussi impactée, et là, elle devient vulnérable. Et cette vulnérabilité entre maintenant aussi dans une sorte de vulnérabilité communautaire,
où beaucoup de nos femmes, évidemment, compte tenu de la situation actuelle, les maris ne travaillent pas. Et lorsque le mari ne travaille pas, il se retrouve dans une situation où la charge familiale lui revient à elle. Et lorsque la charge lui revient à elle, elle se retrouve avec 7 enfants, 6 enfants, même 12 enfants même. Et du coup, il faut les nourrir, il faut les éduquer, il faut les soigner. Ça devient trop pour la femme. Elle devient submergée. Et donc, notre rôle encore, c'est de ramener la femme à comprendre, à prendre conscience de cette charge pour qu'elle ait un peu de voir ce qu'elle peut faire à son niveau. Parce qu'elle peut penser, elle est un peu, quand je dis submergée, au point de vue mental, au point de vue situation. Et là, elle est en train de faire face à une situation de réalisme. Parce que lorsque tu n'as pas à manger, tu n'as pas à manger. Et lorsque tu ne sais pas payer les études à tes enfants, tu ne sais pas payer les études à tes enfants. Tu es triste, tu deviens un peu malheureuse, quoi. Elle devient un peu malheureuse. Et du coup, ça affecte encore cet état physiologique et psychologique et aussi socio-économique. D'où évidemment le grand travail qui est fait évidemment à la Fondation Ponzi dans la logique de la prise en charge holistique, où on prend les éléments en entier pour qu'on puisse voir comment est-ce que cette personne, on peut l'assister mentalement, physiquement, socio-économiquement et aussi, surtout en cas de viol ou même de violences genre, basées sur le genre, comment l'accompagner au point de vue juridique et judiciaire pour qu'elle puisse retrouver toute cette autonomie, enfin, qu'elle se comprenne et qu'elle se dise, ben, j'ai vécu une situation, maintenant j'ai pris contrôle et je peux aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est le sens même de la résilience. Des fois, lorsqu'on parle de la résilience, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Et enfin même, au point même qu'on juge même les personnes parce qu'on ne les comprend même pas. Le traumatisme reste traumatisme parce que un traumatisme est caractérisé par le fait que d'abord, toi-même, tu te sens en danger permanent. Toi-même, chaque jour tu vis, c'est une menace de mort. Tu ne sais pas, dans les 24 heures, qu'est-ce qui va se passer. Avec toute cette question de guerre, avec toute cette instabilité politique, l'avenir devient bouché. Alors, on ne sait pas planifier, on ne sait pas comment mon demain sera. Et tout ça, c'est une question de traumatisme dit d'abord. Aspect reviviscence. Tout peuple congolais aujourd'hui, il dort, qu'il y ait l'argent ou pas. Soit il pense qu'on viendra dans la maison, parce qu'il a cet argent, que les gens cherchent cet argent. S'il n'a pas l'argent, il a l'insécurité, parce que même s'il n'a pas l'argent, il pense que les gens ne savent pas qu'il a cet argent. À part ça, l'avenir de tout Congolais devient bouché, d'autant plus que le salaire que les gens reçoivent ne leur permet pas de s'organiser pour le demain. Une incertitude inquiétante. Et du coup, la personne vit dans une pression, dans une psychose où le lendemain, il ne sait pas comment il va survivre. Au point qu'il doit déclencher maintenant le mécanisme naturel de positionnement. Ce déclenchement de positionnement fait à ce que, psychologiquement, la personne développe le mécanisme de survie. Avec le mécanisme de survie, il se dit, je dois me défendre. Alors, pour se défendre, il se met à côté, à l'égard, comme s'il observait les choses qui se passent à distance, en disant, ça ne m'affecte pas moi, mais ça affecte l'autre. Et lorsqu'il voit le problème de loin, il voit le problème de main, il se dissocie de la situation pour survivre. Et là, c'est le traumatisme, évidemment, qui a joué sur les aspects neuronaux et il lui a créé cette résilience, le fait de vivre malgré la dureté, malgré les difficultés, trouver sa moyen de survie. Et là, du coup, la personne n'est plus apte à participer dans des actions citoyennes parce qu'il s'est dit, ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Du coup, la personne a du mal à comprendre la souffrance de l'autre parce que lui-même a tant souffert qu'il n'a pas trouvé la solution, qu'il a changé la perception. Au point que même la souffrance de l'autre ne lui dit plus rien. Il voit l'autre comme si, comme on dit toujours, hein, à chacun sa souffrance, et lui, ça ne lui dit rien du tout. Au point de vue mental, la personne n'a plus la capacité cohérente de planifier et de projeter son avenir. D'autant plus qu'il ne voit pas le demain. Il ne voit que l'aujourd'hui et il ne se bat pas. Il ne se bat que pour l'aujourd'hui. Il veut tout emmagasiner, il veut tout mettre à ses places. Et du coup, il est en train de tourner à rond. Il ne réfléchit plus. Ses actions deviennent égoïstes. Et il n'a pas le bien-être parce qu'il n'est plus en collaboration. C'est ainsi que tu verras même aujourd'hui dans la communauté, même les plus restreints, on a peur de tout. On pense que je serai empoisonné. On pense que non, je vais perdre mon boulot. Et donc, on vit dans une inquiétude permanente. Même la confiance entre agents, même la confiance entre frères est partie. Et du coup, avec cette situation, tu n'as pas le temps de réfléchir, concevoir un plan clair, projeter
une activité de développement parce que mentalement, tu es bloqué, tu as peur, tu es triste et tu ne vois pas ton demain, comment est-ce qu'il va se mettre en place. Et là, c'est le traumatisme communautaire et la majorité de nos populations, nous tous Congolais évidemment, on est affectés d'une manière ou d'une autre. D'abord avec la guerre évidemment, soit tu as perdu un emploi ou le commerce. Déjà, c'est une perte. Soit tu as perdu un ami qui était proche, parents, enfants. Et tout ça, ça t'affecte. Le corps, lui, ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier. Et tous ces éléments-là font en ce que, lorsqu'on dit par exemple, il y a des actions citoyennes qui seront faites, tu te rappelles, oh, j'ai vécu une situation pareille il y a combien de temps? La réviviscence se met en place. Lorsque la réviviscence se met en place, tu as peur. Et lorsque tu as peur, tu ne sais plus planifier pour la continuité. Tu es bloqué ou tu te mets à distance avec les autres, tu te dissocies des autres, alors tu joues en isolement. Tu sais, il y a des questions spirituelles. Et moi, en tant que psychologue, ce sont des choses auxquelles je ne saurais pas vraiment, mais ma télé. Je sais évidemment que l'être humain a les trois dynamismes. Il y a l'aspect mental, spirituel, il y a l'aspect physiologique, il y a l'aspect environnemental. C'est vrai que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous avions été dans une question culturaliste. Et une situation culturaliste nous a donné cet aspect qu'on soit lié à un être plus suprême, à un être qui nous dépasse. C'est-à-dire, et là, on est déjà dans le monde d'esprit. Le monde d'esprit, évidemment, c'est quelque chose à qui on croit, qui aurait une force qui nous dépasse. C'est vrai, il y a des gens qui témoignent avoir des expériences personnelles. Et moi, je ne suis pas là pour juger des situations. Mais je pense aussi qu'il y a une confusion qui se met entre la détection de ce qui est spirituel, de ce qui est mental et de ce qui est physiologique. Parce qu'il y a même des gens, par manque d'arguments, commencent à parler des affaires spirituelles. Mais lorsque tu analyses la situation, c'est seulement le manque d'arguments. Et surtout aussi que beaucoup de nos concitoyens, parce qu'ils sont en manque, ils espèrent. Et lorsqu'on entre déjà dans le monde d'espoir, et on s'est dit déjà, et même dans nos aspects religieux, culturels, on nous a dit, il y a quelqu'un qui va pourvoir. Ça te coupe le sens de vouloir te battre parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va pourvoir. Et lorsque tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut pourvoir, alors là on a les deux dimensions, esprit positif et esprit négatif. L'esprit positif va venir pour ceux qui croient par exemple en Dieu, sachant que Dieu a tout le pouvoir, et l'esprit négatif qui nous veut du mal. Alors on va dire que l'esprit du mal vient pour évidemment faire ce qu'on a été soit ensorcelé, on a été maudit, on a été. Pourquoi? Parce qu'on ne parvient pas à trouver des solutions personnelles et parce que mentalement on est bloqué, on ne sait pas aller au-dessus, en dehors de ses capacités personnelles. Et évidemment, il y a aussi des questions où la chrétienté doit aussi trouver sa place pour trouver l'équilibre humanitaire. Mais cependant, même la chrétienté elle-même est définie par les actions. Tant qu'on ne va pas réfléchir, on va quitter le monde des idéaux, on va quitter le monde des abstraits. Et c'est là où règne l'esprit, parce qu'on est dans les abstraits, on ne va pas comprendre le réalisme, parce qu'il faut quitter le monde abstrait vers l'action. Parce que si c'est un esprit mauvais, en analysant les actions, on pourra les confirmer. Alors moi, je ne peux pas refuser carrément qu'il n'y a pas d'esprit mauvais, parce que c'est une question de croyance, et la croyance est toujours forte. Lorsque je crois en quelque chose, évidemment, on peut y arriver, parce que tu penses, tu crois, c'est ça. Et lorsque c'est ça, tu crois, tu ne sais plus changer. Cependant, lorsqu'on regarde la question et qu'on fasse des analyses objectives, on se rend compte que non, c'est pas vraiment l'aspect spirituel, mais c'est question de prise de conscience et des actions beaucoup plus objectives pour aller de l'avant. Pour moi, c'est ça mon point de vue. Et une thérapie de choc requiert à ce que la vérité soit dite. Et que cette vérité qui soit dite, que les gens soient aussi prêts à comprendre cette vérité, même si elle fera mal. Pour guérir cette nation, il faut d'abord se guérir soi-même. Parce que lorsqu'on voit la nation c'est un mot qui est abstrait. Quand on voit la nation, on ne voit pas la personne. Quand on voit la nation, on voit toute une masse devant, mais on n'est pas spécifique. Guérir la nation, c'est d'abord la prise de conscience personnelle en tant qu'individu. Prendre conscience d'abord de son état actuel et de son rôle au point de vue communautaire. Qui changera la nation? Le changement commence par moi et le changement c'est maintenant. Si je prends conscience de mon état, je comprendrai qu'écoute, je suis traumatisé, donc je vais voir quelqu'un pour m'aider à décanter cette situation d'une manière objective. Je dois arrêter d'être égoïste, de penser à moi et à moi seul. Respectons le texte,
Respectons les règles établies. En les respectant, en prenant cette conscience, on jouera un rôle tellement important parce que chacun va se retrouver et d'une manière objective. Le grand mal aujourd'hui, chacun veut se retrouver. Comme j'ai dit encore, le traumatisme communautaire. Chacun ne sait pas le demain. Il veut tout emmagasiner aujourd'hui au prix de sacrifier l'autre, au prix de tuer l'autre pour penser qu'il lui est en sécurité. Et par après, c'est retrouve que même ça ne lui sécurise pas. Et au contraire, ça lui met beaucoup plus en insécurité parce qu'il va être au milieu des indignés, au milieu des insatisfaits. Et lorsqu'il tue les insatisfaits, il n'y aura pas une pensée communautaire, il n'y aura pas une organisation communautaire, et la nation ne peut pas se mettre en place parce qu'il n'y a pas des groupes, des communautés qui sont là pour le bâtir. Et donc, pour guérir cette nation, nous appelons d'abord à la conscience communautaire, à la prise de conscience de nos leaders. Lorsque tu es un leader, ce sont des choses objectives. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas les questions de croyances. Non, ce sont les faits. Nous sommes là, voilà le problème et quelles sont les solutions pragmatiques que nous devons mettre en place et nous le proposons tout en restant objectifs et pragmatiques. Cette nation changera, c'est sûr et certain. Elle changera, mais ce changement commencera par moi. Ce changement commencera par toi, tout en prenant conscience objectif, sachant que le parcelle d'autorité qu'on te donne ne te revient pas à toi, mais ça te donne la chance de procurer le bien-être aux voisins, à ta famille. Seulement, ta famille ne suffira pas aussi tant que ton voisin ne sera pas en paix. Nos leaders devront comprendre qu'ils ont une mission. Cette mission, c'est la transformation, un développement positif. Et ce développement doit tenir compte d'un aspect, comme on dit toujours, holistique. J'aime bien le travail du professeur Dr Mukwege parce que lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il parle, il met la personne au centre. Et lorsqu'on met la personne au centre, on développe ce qu'on appelle les comportements d'empathie. Empathie est différent d'empathie. Parce que, ou c'est la sympathie. Il y a la différence entre les trois. Parce que quand je dis empathie, c'est-à-dire, je te comprends dans ton problème. Je comprends ta souffrance. Parce que même moi aussi, si dans cette situation, je ferais la même chose. Et alors, moi, en te comprenant ainsi, parce que je n'ai pas le même problème que toi, c'est-à-dire que moi, je réfléchis un peu plus que toi. Et là, je te donne une orientation positive. Et c'est pourquoi, avec lui en tant que médecin, on comprend très bien l'orientation du guichet unique, où lorsque tu viens, et quand je parlais de thérapie de choc, c'est dans ce sens-là, lorsque tu viens, on ne te donne pas seulement les comprimés, on te dit, il y a le comprimé, il y a la pensée que tu dois réfléchir, il y a le travail que tu dois faire pour avoir un peu d'argent, pour gagner ton autonomie. En gagnant ton autonomie, tu vas évidemment échanger d'une manière autonome avec les autres, sans qu'il y ait des supérieurs et des inférieurs. Ça va booster ton estime de soi, ça va activer ton esprit d'initiative et de créativité. Tu vas aller de l'avant et là, toi-même, tu seras maintenant acteur ou actrice. Évidemment, avec la Fondation Ponce, nous faisons la femme, l'actrice à part entière. Et comme actrice à part entière, et c'est connu, tu changes la femme, tu changes la communauté. Et un homme fort, comme on le dit, qui est fort que tu peux être, la seule personne qui peut te le permettre de confirmer cette force, c'est la femme. Parce que si la femme n'a pas compris, ou si toi tu n'as pas compris cette femme, ta force est éphémère. Et lorsque la femme devient actrice à part entière, les femmes, évidemment, possèdent le cœur. Et avec le cœur, lorsqu'on réfléchit avec le cœur, on voit la personne. Lorsqu'on voit la personne, on voit la souffrance de l'autre. Et lorsqu'on voit la souffrance de l'autre, on y travaille. Pour que, et lui, et moi, nous soyons en paix, pour que le bonheur nous convienne à tous. La place de la musicothérapie. D'abord, je vais commencer par dire que la musique est toujours présente dans la société congolaise. Moi, quand je grandis, dans ma famille, à toutes circonstances, la musique était présente. J'ai vu, évidemment, en tant que petit, lorsqu'il y a naissance, la musique était là. Lorsqu'il y a le baptême, le mariage, il y a toujours des chants, les gens s'expriment. Et lorsqu'il y a la souffrance encore, il y a des chants. Et chaque situation a des musiques bien appropriées pour les accompagner. Alors la musicothérapie qui est appliquée à Panzi, c'est une technique qu'on a pris comme ressource contextuelle, ressource locale. Quelque chose qui est utilisé pour se regardir, pour s'égayer. Maintenant, cette ressource est utilisée pour guérir. Et c'est quoi guérir?
Guérir, c'est ce que j'ai toujours dit, et je le dis toujours, c'est la transformation de l'état actuel vers une bonne transformation. C'est-à-dire que par la musique, et avec le processus de l'écriture de la musique, ça engage toute la personne. Si tu es triste, la chanson qui va ressortir, c'est une chanson de tristesse. Si tu es heureux, la chanson qui va ressortir, c'est une chanson de joie. Et à partir de la chanson, tu ne fais pas seulement sortir tes émotions, mais tu passes aussi le message. Et par le message, tu participes au changement du comportement des personnes qui vont t'écouter, qui vont écouter l'inspiration que tu as eue. Alors, au sein de la musicothérapie de la Fondation Ponzi, nous prenons le bénéficiaire qui arrive. C'est un processus, nous les amenons dans un processus de transformation où nous commençons d'abord par la sensibilisation. On sensibilise les femmes, on leur montre d'abord les problèmes de notre société. Par rapport à ces problèmes de société, nous les expliquons ce qu'est la thérapie et en quoi la thérapie est utile pour les psychopathologies. Ainsi, une fois la sensibilisation faite, nous faisons le dépistage, le screening. On essaie un peu de regarder quel est l'état de ces femmes au point de vue psychosocial. Et avec ça, nous prenons ce dépistage, on regarde les troubles qui sont là, et maintenant on commence le processus. Notre processus s'est fait en 4 phases. La première phase, parce que ce sont des thérapies en groupe, nous mettons les femmes dans un groupe de plus ou moins 20. Et ces femmes de groupe de 20, ils vont réfléchir sur leur état d'abord individuel, et en état individuel, comprendre comment ça son état individuel va impacter les groupes en entier et comment la réaction du groupe va impacter la personne. C'est-à-dire, la personne qui a vécu par exemple le viol, comme nous avions dit, il a du mal à parler de ce viol au point de vue communautaire parce qu'elle a peur de stigmatisation. Et parce qu'elle a vécu ça, elle a honte, elle est triste, elle ne veut pas parler. Maintenant, nous l'amenons à comprendre que ce qu'elle a vécu, c'est du mal, on ne sait pas garder du mal en soi. Et ce n'est pas un secret, parce que si ça reste un secret, il ne participe pas au changement. Donc, il faut qu'il dénonce, il faut qu'il parle, il faut qu'il ressorte cette douleur pour qu'enfin il puisse partager sa douleur avec toutes les autres femmes pour que ça devienne un problème d'ensemble. Et là, on va trouver une solution d'ensemble au lieu de trouver une solution individuelle. Une personne est toujours limitée, mais lorsqu'il devient à 20, il y aura toujours des solutions qui vont venir d'y partout. Alors, pendant cet élément-là, nous assurons que dans la première partie ou dans la première phase, il y a une familiarisation. Que les femmes se familiarisent, nous mettons les règles de jeu qui régissent les groupes. C'est tout un processus, évidemment, que je ne peux pas faire ici. Alors, une fois que cette phase de familiarisation est faite, nous encourageons maintenant les femmes à parler. Parce que le grand défi pour des problèmes psychologiques, c'est de parler. Ce sont des questions internes. Si tu ne parles pas, on ne saura pas. Et en parlant, tu engages exactement le mental. Et en engageant le mental, tu te libères. Et là, nous entrons dans le processus de cicatrisation et le processus de miroir. Par la cicatrisation, c'est-à-dire que même quand tu vas à l'hôpital, lorsqu'il y a une plaie, on commence par le soigner, le blesser, le reblesser, afin qu'avec le temps, ça devienne une cicatrice. Et une cicatrice, tu peux voir une cicatrice, mais ça ne fera plus mal. C'est ça, une douleur, une histoire vécue qui était une douleur profonde. Plus tu en parles, plus tu cicatrises. Et par après, tu pourras en parler. Et lorsque tu en parleras, ça ne sera plus un handicap pour te bloquer d'avancer, mais plutôt un souvenir auquel tu peux tirer des leçons positives pour avancer. Alors là, nous sommes dans la phase de verbalisation. Et donc, nous encourageons les femmes de verbaliser, de parler leur douleur, de faire sortir leur douleur. Une fois que la douleur est sortie, nous les amenons maintenant à les écrire. Nous prenons le point saillant de chaque histoire. Il y a des femmes qui savent écrire et ceux qui ne savent pas écrire. Ceux qui savent écrire, nous leur demandons d'écrire. Parce qu'en écrivant, ils engagent encore à la fois et le corps, le mental, la concentration, la réflexion, et ça perturbe son état mental pour comprendre les états actuels. Lorsqu'ils prennent cette conscience, ces consciences-là, nous prenons les paroliers de chaque mot fort. Avec ces paroliers, nous leur donnons 2 options. De comprendre d'abord, c'est ça, la souffrance. Maintenant, avec cette souffrance, qu'est-ce que tu veux voir comme changement? Avec ce qu'il veut voir comme changement, il va proposer les messages d'espoir, les messages d'encouragement, les messages d'optimisme. Alors, on confronte la détresse, on confronte
la douleur, le désespoir, avec le message d'espoir, avec le message d'optimisme, avec le message positif. Et une fois que le message est pris et remis maintenant à la patiente comme un miroir, comme ça elle voit les deux. Et là on va faire ce qu'on appelle la technique de restructuration cognitive, où une pensée négative, on les transforme en pensée positive. Pardon, une pensée négative, on les transforme en pensée positive. Et avec ça, maintenant la femme va prendre conscience. Ah, j'étais ça dans le passé, à cause de ça comme problème, voilà pourquoi j'ai eu ça. Et maintenant, je ne veux plus rester là, je dois quitter cette situation de malheur vers une situation de bonheur qui va commencer par le présent. Parce que le passé, je ne peux plus rien faire, mais je dois changer mon présent pour projeter mon avenir. Alors, une fois que cette conscientisation est faite, maintenant, nous leur disons maintenant que vous qui avez vécu ça, ça vous a bloqué de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que vous dites au monde? C'est lui qui vous a écouté. Qui va vous écouter? Quel est le message que tu veux leur donner? Alors, nous leur demandons maintenant de proposer des textes qu'eux pensent qu'ils devraient dire au monde pour qu'enfin, la personne qui serait par exemple comme eux, pour qu'ils puissent changer. Alors, une fois que cela est fait, nous avons maintenant ce parolier-là. Alors, avec maintenant le guide des producteurs, parce que dans la musicothérapie, c'est toujours le psychologue et le producteur. On ne sait pas dissocier les deux. Il y a toujours des techniques où on engage le corps et la pensée, donc le mental en général. Maintenant, on met la mélodie par rapport au limaire qui sera dans le groupe. Avec cette mélodie que le producteur va vraiment proposer, on essaie maintenant de l'adapter aux paroliers. Alors, si on trouve que les paroliers ne sont pas vraiment adaptés, on demande aux bénéficiaires eux-mêmes de proposer leur propre mélodie par créativité ou par inspiration. Alors, lorsque ça ressorte comme ça, maintenant, nous faisons la chanson, on a la mélodie, nous faisons la parole, on enregistre la chanson. Une fois la chanson est enregistrée, maintenant, le producteur fait ce qu'il appelle le mastering. Donc, il a toute la chanson faite. Maintenant, on se dit, vous avez d'abord été seul avec votre problème. Vous venez de le partager avec le groupe. Maintenant, vous allez le partager avec le public entier. C'est-à-dire, votre chanson sera mise sur des radios, sur des télévisions. Et avec ça, vous-même, vous allez aller vers le public en faisant un concert que vous allez vous adresser maintenant à plus de 500 personnes pour évidemment confirmer que vous n'êtes plus victime. Maintenant, vous deviez un artiste, vous deviez une activiste pour le changement d'abord de la vie, d'abord de la mentalité et le changement communautaire. Pour que ce que tu as vécu, l'autre ne puisse pas en subir. Et on ne peut mieux comprendre que lorsque ça vient de victime. Et même qui fut victime, maintenant qui devient l'activiste. Et voilà, c'est pour ces cadres-là que nous avions organisé les concerts le 20 octobre passé, et où nous avions reçu plus de 500 personnes qui nous ont assistés. Nous avions été honorés par la présence du professeur Dr Mukwege avec ses partenaires. Et pour nous, c'était une bonne réussite de voir nos femmes qui, jadis, pleuraient dans la salle de consultation, dans le studio, pendant l'enregistrement, mais qui peuvent exalter, qui peuvent être exaltées, qui peuvent exprimer de joie et toucher le cœur. Pour nous, c'est une merveille. Pour nous, c'est une réussite.